Voilà, mesdames et messieurs, en direct sur la page Facebook du Salon Gastronomique, on est très heureux d'accueillir sur cet espace animation Laurent Deret, meilleur ouvrier de France, sommelier, grand sommelier, Laurent quand même. 1m78. Voilà, c'est ce qui me semblait, mais il est déjà bien plus grand que moi. Démonstration, initiation à la dégustation de vin, on peut en dire deux Oui. mots en introduction. On va essayer de comprendre les tenants et les aboutissants d'une dégustation, pourquoi on goûte, quel est le vocabulaire à utiliser, quelques conseils d'accords mets et vins au milieu. Et on va comme ça, effectivement, voyager dans le milieu du vin et de la dégustation autour de 4 vins différents. Donc c'est un peu rythmé, hein. C'est du travail. Donc voilà. Voilà, donc évidemment quelques petits soucis techniques. On va donc enlever ce micro et puis ça sera micro-main, Laurent. Voilà. Merci beaucoup. Je me mets à l'aise. Ouais, voilà, hop. Je décoche. Ah oui, mais passe pas en haut. Allez, et puis on va comme ça effectivement pouvoir, on va pouvoir commencer cette dégustation. Vous avez tous un outil, je crois, ça s'appelle un verre. C'est le seul outil qui va vous être utile aujourd'hui. Bienvenue à tous. Ici, sur ce salon, on va s'amuser effectivement à goûter 4 vins différents, comme ça, pendant la petite heure, les 3 quarts d'heure qui viennent. On va goûter 2 vins blancs, 2 vins rouges, et on va s'amuser à effectivement comprendre le vin. Déjà, il faut savoir quel est l'intérêt d'une dégustation. Qu'est-ce que l'on vient rechercher dans une dégustation de vin? L'intérêt de savoir goûter du vin. Alors, évidemment, je vous rassure, l'intérêt premier, ça reste le plaisir. Si on n'éprouve aucun plaisir, ça n'a pas, il n'y a pas vraiment de but. Le but, il est de se faire plaisir et de mieux comprendre le vin. Pour mieux le comprendre, on va devoir lui mettre un petit peu de vocabulaire, un petit peu précis pour essayer de normer un petit peu les sensations que l'on a. Et donc, l'intérêt même de la dégustation, c'est effectivement de qualifier donc le vin, et ça va être, mais surtout, de l'analyser. Qualifier un vin sans l'analyser, ça n'a aucun intérêt. Si votre but, il est de dire que ce vin est parfaitement limpide, rouge, avec des reflets verts et avec des petits points noirs, sincèrement, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas d'intérêt. Le but final d'une dégustation, c'est d'avoir un avis personnel. Moi, mon objectif aujourd'hui va de vous donner quelques clés pour comprendre la structure du vin, son équilibre aromatique, son équilibre gustatif, pour que vous ayez un point de vue personnel. J'aime ou j'aime pas, c'est la première des analyses. Quelqu'un qui me dit « Ah, je ne sais pas goûter le vin, je sais juste dire si je l'aime ou je ne l'aime pas », il a tort. C'est-à-dire qu'il sait goûter le vin. C'est celui qui n'a pas d'opinion qui ne saurait pas goûter. Donc, on va commencer à vous servir le premier vin. Par habitude, on commence souvent par les blancs parce afin de vous réveiller le palais sur une certaine acidité, c'est un petit peu volontaire. Ça va venir juste un petit peu vous réveiller les papilles. Et ensuite, on va aller tranquillement vers les rouges. Par habitude, on va plutôt des vins blancs vers les vins plus moelleux dans la dégustation, des rouges légers aux rouges plus puissants. Donc, on attaque cette dégustation par un Riesling. On est au domaine Banvar qui est à Rouffach, juste au sud de Colmar, un petit tour en Alsace, cette région complètement bénie des dieux, un ensoleillement magnifique, les Vosges sont là comme protecteurs pour arrêter les nuages et on est vraiment dans des zones parfaitement ensoleillées, grande région de vin blanc, vous connaissez les grands cépages alsaciens, des Sylvaner, Muscat, Gewürztraminer, Riesling, Pinot Gris et les autres. On est vraiment sur une région bénie pour les blancs, mais également on trouve les pinots noirs pour les amateurs de vin rouge. Donc une fois que vous serez servi, ne vous jetez pas tout de suite sur le verre pour le goûter. Par soif peut-être, hein, c'est l'heure de l'apéritif, je veux bien l'admettre, mais on va devoir patienter quelques secondes. Une dégustation se fait toujours en quatre phases. La première phase, elle est visuelle. On va devoir analyser rapidement ce que l'on voit. Deuxième phase, elle va être olfactive au niveau du nez. Troisième phase, elle va être gustative, en bouche. Et enfin, la quatrième phase, je vous en ai un petit peu parlé avant, ça va être les conclusions que vous allez apporter à tout ça. Ne pas avoir de conclusion, ce serait manquer l'essentiel d'une dégustation. Donc dans ces conclusions, on va devoir parler un petit peu de l'accord mets et vins, la température de service, pourquoi pas faire vieillir ce vin, dans quel cadre on va pouvoir l'apprécier, etc. Donc on va donner son opinion et se projeter sur la consommation de ce vin, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, et par rapport au prix qu'il a, est-ce que vous auriez envie de l'acheter ou pas de l'acheter, c'est ça une conclusion. Donc déjà, une fois que vous êtes servi, vous commencez à jeter un petit coup d'œil sur la robe. La robe, c'est la couleur du vin. C'est la première sensation que l'on a.
c'est la première sensation que l'on a, la première image que l'on a du vin. Dans les vins modernes, aujourd'hui, il n'y a plus de défaut dans la robe. Dans le temps, il y avait parfois, dans les vinifications traditionnelles, on pouvait avoir des soucis, des vins troubles, des vins parfois huileux, des vins avec des taches. Aujourd'hui, sincèrement, les vignerons maîtrisent parfaitement la vinification. On est souvent sur des robes, des couleurs très limpides, très cristallines, ce qui est le cas ici. On essaye de se mettre, vous avez un fond blanc devant vous, toujours la dégustation sur un fond blanc, afin de pouvoir effectivement au mieux apprécier cette couleur. Là, on se rend compte qu'elle est très claire. On peut dissocier 3 types de couleurs pour les vins blancs: jaune pâle, jaune paille ou jaune or. Là, on est vraiment sur un jaune pâle, avec de légers reflets qu'on peut voir sur les bords un petit peu du disque du vin, un léger reflet plutôt sur les couleurs un petit peu verdâtres. C'est signe de jeunesse. En vieillissant, les vins blancs ont tendance à s'assombrir et à brunir un petit peu, alors que sur la jeunesse, on est vraiment sur des reflets un petit peu argentés et un petit peu verts. Ça nous confirme, on le sait, je le sais, c'est un 2017, donc c'est tout à fait normal. Sincèrement, sur la robe, on va toujours aller très vite. Là, c'est le premier vin, je perds un petit peu de temps. On va constater donc qu'elle est très limpide, très brillante, jaune pâle, qu'il n'y a pas de défaut. Donc, on va pouvoir aller à la suite. Alors, vous avez toujours entendu parler également de ce qu'on appelle les larmes. Les larmes ou les jambes qui coulent un petit peu sur le bord du verre, à l'intérieur. C'est signe d'une forme de richesse, des déviantes du sucre, de l'alcool, des glycérols qui amènent une forme de structure en bouche. Ça va nous donner signe que le vin va avoir une certaine matière, une certaine onctuosité. Alors moi, on appelle ça les larmes ou les arcades. On va dire qu'elles sont plutôt fines, plutôt grasses, plutôt lentes, plutôt rapides. Essayez de les juger un petit peu. Alors quand elles sont de manière globale grasses et lentes, c'est plutôt signe que le vin a cette richesse en bouche, ce volume, cette onctuosité. Moi, j'aime pas trop cet examen. Je ne suis pas passionné par cet examen visuel. Pourquoi? Parce que déjà, il nous donne une indication sur ce qu'on va savoir après, quand on va le goûter en bouche, et qu'il peut être faussé, non pas par la texture du verre en lui-même, mais tout simplement par sa qualité de rinçage ou les produits lessiviers utilisés pour le verre ou pour le torchon qui a pu essuyer le verre. Donc souvent, c'est un examen un petit peu faussé. Mais c'était juste pour vous donner cette indication. On appelle ça les larmes ou les arcades ou les jambes. Voilà. Mais c'est un examen qui plaît toujours. Le métier est très sexiste et les hommes, dès que vous leur parlez d'une robe, de jambes, de cuisses, après ils s'emballent et c'est pour ça. Mais sincèrement, néanmoins, ce n'est pas un examen extrêmement passionnant. Ensuite, on va goûter ce vin au niveau aromatique. Vous avez un verre ici qui est appelé INAO, qui est un verre qui est légèrement refermé en haut et un petit peu plus large en bas, afin que les arômes puissent se concentrer à l'intérieur du bol, du verre. On va donc juste le remuer un petit peu, ce n'est pas un shaker. Le sentir par petites aspirations est déjà première sensation. Est-ce qu'on ressent bien quelque chose ou pas? Est-ce que c'est aromatique ou est-ce que c'est discret? Est-ce que c'est intense ou pas? Là, je trouve qu'on est sur un vin d'une belle intensité aromatique. On est sur ce Riesling qui, premier abord, on a une bonne intensité. Et la première réponse que vous allez devoir donner immédiatement, c'est agréable ou pas agréable. Ça peut avoir une belle intensité aromatique et être très désagréable. Je vous rassure, pour habiter dans le Dauphiné, pas très loin, parfois on passe dans les chemins de campagne à côté d'un monticule de fumier. C'est très aromatique, mais pas agréable. Donc l'intensité n'est pas que qualité. Mais donc ici, dans le cas présent, évidemment, il n'y a pas de défaut. Le nez, moi, me paraît plutôt très agréable. On est vraiment sur un vin qui a déjà une très belle intensité et une première approche très intéressante. Ensuite, on va essayer de comprendre ce que l'on ressent. Dans le vin, il y a des familles aromatiques. Ça va évidemment, ne jamais oublier, le vin est un jus de fruits. Fermenté, soit, mais c'est un jus de fruits. Donc première chose, on va chercher dans la gamme fruitée ce que l'on peut trouver. Plutôt des fruits exotiques, plutôt des fruits type les agrumes, plutôt des fruits blancs à pépins comme la pomme ou la poire, plutôt des fruits du verger, des fruits à noyaux comme la pêche, l'abricot, plutôt des fruits rouges éventuellement, ce qui est généralement ce que l'on ne recherche pas dans les vins blancs, les fruits rouges, les fruits noirs. Voilà. On va commencer par chercher dans toutes ces familles-là si on ressent un souvenir quand on met le nez dessus, si cela vous rappelle quelque chose. À vous de me dire, à vous de réfléchir, d'en parler entre vous, d'avoir une opinion déjà là-dessus. Alors effectivement, on peut se rendre compte que sur ce Riesling, on a vraiment ces notes un petit peu, moi je trouve, de fruits à pépins. On est un petit peu sur des notes de pommes bien mûres. Alors ça va paraître paradoxal ce que je vais vous dire, mais d'une Granny Smith bien mûre. Une Granny Smith, c'est une pomme verte avec une certaine acidité, mais on a et à la fois ces notes aromatiques et à la fois un côté suave, de belle maturité.
En même temps, on est sur des notes un peu plus minérales. La minéralité aromatique, c'est des notes qui vont nous rappeler la craie, le silex. Ça va nous rappeler les scintillants, ce qu'on appelle la poudre à canon, mais les scintillants qu'on met sur un gâteau d'anniversaire, par exemple, cette odeur-là. Je trouve qu'on a ces petites notes minérales. On est vraiment sur un nez très agréable, avec un très beau développement aromatique, sur ces notes axées d'une part sur ces notes de fruits, et d'autre part sur ces notes un peu plus minérales, qui amènent un peu de complexité. On retrouve également quelques notes d'infusion. On n'est pas loin des notes mentholées de verveine à la menthe, quelque chose comme ça. On est sur un nez très flatteur, qui est très engageant, et on va pouvoir maintenant le goûter en bouche. Une fois qu'on va l'avoir en bouche, on va devoir apprécier son équilibre. Un vin blanc est équilibré entre l'acidité et le moelleux. À l'extrême, s'il était que moelleux, s'il n'y avait pas d'acidité, ça s'appelle un sirop, et c'est extrêmement écœurant. On ne boit pas un verre de sirop pur, on y rajoute de l'eau. Donc l'acidité, c'est ce qui est très important dans le vin, ce qui va vous amener la fraîcheur, l'élégance, qui va vous amener ce qu'on va appeler le goût de reviens-y, qui va vous garder le palais frais, va vous donner l'envie de boire un verre de plus. Et les vins blancs sont équilibrés entre moelleux et acide. Même les vins très moelleux, très liquoreux, là on est en Alsace, des sélections de Grenoble par exemple, ils ont une très belle acidité. Mais on ne la ressent pas parce que le moelleux vient la compenser, et c'est l'équilibre entre les deux qui fait un produit très agréable. Là, ce n'est pas ce qu'on va rechercher, mais on va essayer de juger si ce vin vous paraît acide ou pas, ou quelles sont les autres sensations que vous avez. Pour ça, vous allez le garder un petit peu en bouche, le mâcher un petit peu, si possible faire traverser un petit peu d'air pour que les bulles d'air remontent dans la fosse nasale et s'emplissent d'arômes du vin, et vous pour pouvoir apprécier ces arômes à nouveau en rétro-olfaction. Et ensuite, vous allez pouvoir ou l'avaler, ou le recracher. Vous avez des crachoirs, je sais que c'est l'heure de l'apéritif, mais vous avez des crachoirs pas bien loin. Alors, il faut savoir, certains me disent, mais c'est pas pareil quand on recrache ou quand on boit. Moi, j'arrive pas à recracher parce que, sincèrement, je ne ressens pas les mêmes choses. Alors, je vous rassure, tous les capteurs sensoriels sont là. Aucun n'est là. D'accord? Donc, que vous ayez envie de boire un coup, que pour des raisons, parce que l'alcool vous fait du bien, hein, on n'a pas trop le droit de le dire, mais il faut, même avec modération, ça peut être un calmant, ça peut être, ok, si vous avez soif, si vous voulez vous réhydrater, je le conçois, mais au niveau des arômes, au niveau des goûts, tout se situe entre la langue, le nez, la fosse nasale, l'arrière-bouche, mais vous n'avez pas pour cela, le fait de recracher ne change rien. Maintenant, vous faites bien comme vous voulez, je comprendrai complètement que votre gourmandise vous amène à boire ce verre de vin. Donc je vous laisse, moi je vais le prendre en bouche, le juger un petit peu et on en reparle. On se rend compte qu'on a un vin qui a une attaque assez souple, assez onctueuse. Le vin évolue en bouche. Quand on le garde un petit peu d'un point de vue tactile, on ressent son volume, on ressent son gras, on voit qu'on est sur une belle maturité, on voit qu'on est sur un vin qui est sur un beau terroir, on n'est pas du tout sur quelque chose de creux, on est sur quelque chose de plutôt assez volumineux, et néanmoins la finale là n'est pas du tout sucrée, elle est assez sec, elle est assez vive, on ressent en arôme de rétro-olfaction ces notes un petit peu minérales, voire quelques notes de pamplemousse rose un petit peu. On a ce côté légèrement acidulé qui vient équilibrer l'ensemble. Donc un vin qui a un beau volume en milieu de bouche, une finale un petit peu sec, un petit peu tendu. Donc on est vraiment sur un vin blanc sec, parfaitement équilibré. Et on a ces arômes de rétro-olfaction. La rétro-olfaction, c'est ces arômes que l'on a une fois qu'on l'a bu. On parle de longueur en bouche. Cette longueur en bouche se calcule éventuellement en caudali. Les caudali, c'est le nombre de secondes pendant lequel on va pouvoir reconnaître les arômes du vin. Donc ici, on est sur un vin qui a environ 7-8 caudali. C'est 7-8 secondes pendant lesquelles on arrive à reconnaître. Pas le temps pendant lequel on ressent l'acidité. Ça, évidemment, moi je l'ai bu maintenant il y a peut-être une minute ou deux. Je ressens encore cette fin de bouche légèrement acidulée qui fait saliver. Mais c'est la rétro-olfaction, la longueur en bouche, c'est le temps pendant lequel on arrive à reconnaître les arômes. Et c'est l'un des critères quand même des grands vins. C'est que le vin vous laisse une fin de bouche, vous laisse des arômes persistants, cette persistance aromatique intense. Si vous voulez faire les malins dans une soirée mondaine, vous parlez de la PAI, c'est la persistance aromatique intense. Je vous rassure, ça ne sert à rien, c'est juste le temps où on ressent les arômes en fin de bouche. Donc voilà, ici on est vraiment sur un vin qui a une belle longueur en bouche. Donc là on vient de décrire l'ensemble du vin, on a parlé de sa robe, de sa clarté, le côté cristallin de la robe, avec ses notes un petit peu verdâtres, le nez de belle intensité, c'est les différentes gammes aromatiques qu'il avait, plutôt quelque chose de très gourmand, et puis en bouche effectivement ce vin avec un très beau volume en milieu de bouche et une finale fraîche et tendue et de beaux arômes de rétro-olfaction. Voilà ce qu'on a pu dire sur ce vin. Une fois qu'on a dit ça, on n'a fait qu'une partie du chemin, l'autre partie, ça va être de dire
Qu'est-ce que j'en pense? Chacun a son idée ici. J'aime ou j'aime pas. Je vous laisse juger, mais il faut comprendre pourquoi on aime ou on n'aime pas. Et par rapport aux éléments qu'on a donnés, ben vous pouvez savoir ce qui a pu vous gêner un petit peu ou pas dans ce vin. On est sur un vin avec quoi on pourrait l'accompagner. Donc évidemment, c'est un vin qui, grâce à son acidité, pourrait contrer des produits dits marins ou des fruits de mer ou même des poissons d'eau douce. Moi, j'imagine bien un cendre là-dessus où l'acidité vient un petit peu contrer ce cendre, accompagné juste d'un beurre blanc, côté onctueux d'un beurre blanc qui viendrait accompagner l'onctuosité en bouche que l'on a sur ce vin, cette forme de rondeur que l'on a, et avec la fraîcheur derrière. On peut très bien imaginer aussi ce vin, on est sur un Riesling, si on était alsacien, sur un Riesling, sur un poulet au Riesling, une sauce crémée avec un petit peu de Riesling. Les viandes blanches aiment également très bien les vins blancs. Sur la notion de durée de vieillissement, pour moi, c'est un vin qui a un très beau potentiel. Il y a l'équilibre entre les moelleux et l'acidité qui fait que quelques années de vieillissement sont très agréables pour ce vin. Et il peut tout à fait vieillir 5, 6, 8 ans, à mon avis. Les beaux Riesling vieillissent parfaitement bien, souvent de très belles surprises. Maintenant, la question est ailleurs. Si vous l'aimez, si vous achetez ce vin, qui pour votre information coûte valer 6 euros, donc on est vraiment sur quelque chose d'économique. Si vous l'aimez comme il est et que vous l'achetez pour ça, buvez-le. N'attendez pas qu'il évolue, qu'il change, qu'il soit différent. Si c'est pour cela que vous l'achetez, il y a une règle très simple à propos du vieillissement du vin. Quand c'est bon, faut y boire. C'est simple. Si vous le trouvez bon, n'attendez pas qu'il change. Profitez-en. Là, moi, c'est un vin, donc je pourrais très bien l'apprécier tout de suite. Et éventuellement, sur une petite caisse que j'aurais achetée, j'en mettrai quelques-unes pour m'amuser à les faire vieillir, parce que je pense qu'il y a un beau potentiel. Voilà un petit peu. Un vin à servir, on va dire à une température de 10-12 degrés. Il ne faut pas les servir trop froid. Ça va cacher. Le froid cache la structure du vin. Donc quand on est sur des vins avec de beaux équilibres en bouche comme celui-ci, on a tout intérêt à servir à une température pas trop glacée. On évite d'être inférieur à 10 degrés. On va vous servir tranquillement le deuxième vin blanc avec une structure complètement différente. On va changer de région. Alors, souvent, on pose la question sur les fromages. Effectivement, le vin que l'on a goûté juste avant, le Riesling, avec cette fraîcheur, avec cette vivacité, pourrait très bien accompagner beaucoup de fromages, entre autres des fromages de chèvre. On sait que le fromage, on a une tendance, une tradition à le manger le fromage et de boire un verre de vin rouge avec. Alors, effectivement, vous avez sûrement entendu parler qu'aujourd'hui, on dit beaucoup de choses différentes là-dessus. Je ne suis pas donneur de leçons à ce niveau-là. Chacun doit avant tout se faire plaisir. Mais effectivement, souvent, l'acidité du vin blanc, sa fraîcheur, vient contrer un petit peu le gras du fromage, alors que le côté, les tanins d'un vin rouge, parfois un peu sec, un peu dur, peuvent se heurter au côté lactique du vin et donner des amers pas toujours très intéressants. Donc là, on est typiquement sur un vin blanc, on était sur un vin blanc avec ce Riesling, avec un beau potentiel aromatique, une belle vivacité qui pourrait tout à fait accompagner nombre de fromages, préférence pour les fromages de chèvre ou même des fromages de vache, à mon avis, pas forcément trop fort pour pas nuire au Riesling et à ses qualités aromatiques. J'irais bien sur un fromage, par exemple, de l'abbaye de Cîteaux en Bourgogne, qui pourrait être très intéressant. Et même nos amis jurassiens sont ici présents aujourd'hui sur le salon. On peut imaginer un jeune comté, pas forcément un vieux comté, mais un comté de 6 mois, par exemple, très fruité sur un vin comme celui-ci serait, à mon avis, très intéressant. Donc là, on a changé un petit peu de vin. Je vous laisse refaire le même principe. On va prendre le verre, regarder la robe. Est-ce jaune pâle, jaune paille, jaune or? Les reflets sont-ils les mêmes? Toujours un petit peu argenté ou pas? Sensiblement oui. On n'a pas de différence majeure. C'est normal. Nous sommes également sur un 2017. Il n'y a pas de vieillissement prolongé. Le vieillissement du vin, soit en bouteille et un petit peu en fume, et crée une oxydation de la couleur. Donc elle a tendance à effectivement devenir un peu plus jaune or en vieillissant. Là, on reste sur un vin jeune qui a un très très faible vieillissement en fût, donc il n'a même pas eu le temps de marquer par la micro-oxydation du fût le vin. Donc la couleur reste très pimpante, très très engageante. Allez, on va passer tout de suite au nez parce que je me rends compte, et ce qui vous intéresse, c'est de sentir et rapidement de pouvoir boire un petit peu. Mais l'œil, maintenant qu'on en a parlé, l'œil, c'est toujours quelque chose qu'on fait de manière assez rapide. Le nez, à mon avis, il y a plus de choses à dire. Alors, au niveau aromatique, qui est le
Le nez qui est d'une intensité moyenne, mais donne des notes de fruits beaucoup plus marquées que tout à l'heure. On est sur 2 gammes aromatiques pour moi au nez. Il y a un côté un petit peu fruit du verger, comme l'abricot, comme ces notes un petit peu fruits mûrs, la pêche bien mûre. Et en même temps, on a une note légèrement toastée, à peine pralinée comme ça, un petit peu douce. Le côté pain de mie qu'on a fait griller le matin, comme ça au toaster. Il y a cette petite note aromatique qui marque le très léger élevage en fût de chêne qui a subi ce vin que sur une partie de la récolte d'ailleurs. Donc ici, nous sommes partis sur au domaine des Trois Pouèches, qui est juste là à côté. On est en Côte de Tongue. On est parti faire un tour dans le Languedoc. On est dans l'Hérault, juste au nord de Béziers, si vous voulez, pas loin de l'appellation Faugère, au cœur de l'appellation Pézenas, mais sur une appellation ici en blanc, Côte de Tongue. C'est un vin 100% Viognier. Le Viognier qui est un cépage qu'on connaît très bien dans le nord de la vallée du Rhône. Sa terre de prédilection, ce sont les Condrieux, mais effectivement, on trouve du Viognier, cette variété de raisin, un petit peu plus dans le sud, en Ardèche, dans le Gard et dans l'Hérault. Donc un nez finalement assez rond, plus suave que le précédent. On aime plus aussi notre minéral ou de fruits acidulés. On va être sur un vin avec un petit peu plus d'onctuosité. On le voit déjà au niveau aromatique. On va voir si maintenant en bouche on a la même notion d'une structure différente. En bouche, pour moi, par rapport au vin précédent, il y a 2-3 éléments qui me marquent. L'attaque est toujours aussi souple. Le vin a un certain volume. On voit qu'il y a du soleil derrière. Le vin a une forme d'onctuosité. Et surtout, la finale est beaucoup moins sec, beaucoup moins acide que tout à l'heure. On n'a pas cette acidité. C'est normal, on est sur un climat méditerranéen, on est sur un cépage qui a moins d'acidité. On a toutes les raisons de ne pas avoir le même vin tranchant. Plus un vin est, ce qu'on appelle un vin blanc sec, c'est un vin qui n'a pas de sucre. Là, effectivement, il n'y a pas de sucre. Donc les 2 vins qu'on a goûtés étaient des vins blancs secs. Mais celui-ci avec plus de rondeur, plus d'onctuosité, un peu moins vif, un peu moins mordant au niveau de la bouche. Donc ça donne un vin qui a une petite pointe alcooleuse, comme ça ça nous réchauffe un petit peu le fond du palais. Donc une structure bien différente et une longueur en bouche d'environ 4-5 caudali par ses arômes de rétro-olfaction. Moi, c'est un vin que j'aurais surtout, par rapport au précédent, on s'amuse à le comparer. On ne va pas le mettre sur les mêmes plats, on ne va pas jouer de la même manière sur les produits marins. Parce qu'on est sur un... Moi, je parlais tout à l'heure d'une volaille, là également, pourquoi pas. Mais si on joue, on va pouvoir jouer sur la crème, pourquoi pas sur nos produits. Si on oublie les produits de mer, mais uniquement qu'on goûte des produits d'eau douce comme l'écrevisse. On fait un petit gratin d'écrevisse avec une sauce crémée, une sauce un peu type Nantua. On pourrait avoir ça. Nos quenelles, nous Lyonnais, aiment bien ce genre de vin sur l'onctuosité. Le terme qu'on a utilisé au niveau du vin, on va utiliser le même au niveau du plat pour faire un accord mets et vins réussi. On est sur un vin d'une certaine rondeur, d'une certaine onctuosité. On va chercher un plat d'une certaine rondeur, d'une certaine onctuosité. Si vous avez un vin avec beaucoup de caractère et que vous avez un plat avec peu de caractère, automatiquement le vin va dominer. Si vous avez et à l'inverse, si vous avez un vin comme ça, un peu léger, un peu délicat, pas très intense, et vous savez une sauce au curry à côté, évidemment, il va se faire le plat va se faire manger, mais par le vin, ou l'inverse. Le vin va se faire manger par le plat. Donc, il faut trouver un équilibre. Et souvent, l'équilibre, on le trouve également dans le vocabulaire. Donc ici, ce vin, on va pouvoir le servir avec des plats comme ça un petit peu onctueux, parce qu'on était vraiment sur ce schéma-là. Bon, je ne conseille pas de faire vieillir ce type de vin, car l'acidité n'étant pas très marquée, à mon avis. Le vin, avec le temps, va être un petit peu lourd. On peut plutôt en profiter dans sa jeunesse et le boire dans les premières années après les mises en bouteille. Donc, là, pour moi, on n'est vraiment pas sur un vin de garde et sur un vin qu'on va également servir à une 12aine de degrés. On va passer au vin rouge et vous allez voir que pour la dégustation des vins rouges, le travail, entre guillemets, c'est moi qui fais croire à la maison que je suis au travail, mais le travail va nous amener à faire exactement la même chose. On va pouvoir apprécier l'œil, le nez, la bouche. Donc il est vrai que la différence, c'est qu'au niveau de l'œil, on va parler là de l'intensité. Donc on va pouvoir comparer un petit peu les 2 vins que vous allez goûter. L'intensité colorante un petit peu du vin, où vous allez pouvoir apprécier en regardant votre verre, si vous trouvez que c'est très sombre ou pas, si on voit bien à travers ou pas, et en même temps on va essayer de juger un petit peu de la couleur en elle-même. Alors généralement les vins rouges sur la jeunesse sont toujours sur des notes plutôt pourpre, avec ce côté un peu violacé, voire sinon grenat, et en vieillissant prennent des notes un peu plus brunes et plus orangées. En vieillissant, je parle au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années, selon les vins, où on va partir sur des notes un peu plus tuilées. Donc ici, on est sur des vins jeunes, nous allons goûter aujourd'hui, nous sommes encore en 2017. On est parti faire un petit tour dans l'extrême sud de la Bourgogne, c'est que notre vignoble du Beaujolais
Et pas très loin, on a un petit peu de pinot noir en Beaujolais. On est vers Anse, ici vers à Marcy-sur-Anse, juste au nord de Lyon. Et on est bien en appellation Bourgogne, sur ce cépage typique, le pinot noir. Donc on est, on est au domaine, que je vous dise pas de bêtises, on est au domaine des forêts, pardon, sur un pinot noir 2017. Donc on reste sur des vins jaunes. Donc une fois que vous avez vu cette robe, vous avez pu voir qu'elle était presque rubis. Quelques petits reflets sur les côtés qui étaient légèrement roses. On est vraiment sur la jeunesse. Donc il est vrai que quand on regarde un vin, on le prend bien par la tige ou par le pied, hein, pour bien apprécier la couleur. Et surtout, pourquoi l'homme a fait des verres avec des pieds pour le vin, c'est tout simplement, si on le tenait par le bol, on a tendance à réchauffer le vin. Donc on va plutôt apprécier le vin, si on veut apprécier sa couleur, en le tenant bien par le pied, en se mettant sur un fond blanc. La robe est très limpide, très brillante, hein. On voit plutôt donc sur la jeunesse avec des reflets légèrement roses. Donc on n'est pas du tout sur des notes d'évolution. Il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de défaut. Donc on va pouvoir passer immédiatement à l'analyse aromatique. Donc de la même manière, première sensation, intensité. Est-ce que vous jugez ce vin de belle intensité ou pas? Moi, oui. Hein, quand je mets le nez dessus, je trouve ça d'une très belle intensité. Et ensuite, est-ce agréable? Oui, hein, il n'y a pas de défaut, de toute évidence. Ensuite, quelles sont les gammes aromatiques qu'on va trouver? Pour moi, il y a une grande gamme aromatique ici, c'est le fruit rouge. Le fruit rouge, c'est la fraise. Moi, dans le cas présent, c'est vraiment le côté fraise des bois et framboise que j'ai dans ce vin. Mais ce qu'on appelle la famille des fruits rouges, c'est la fraise, la framboise, la groseille essentiellement. Alors que les fruits noirs, ça va être le cassis, la mûre, le pruneau. Et voilà. Souvent, on met le cassis dans les fruits rouges. Non, c'est un fruit noir. Dans les gammes aromatiques, dans ce qui nous intéresse pour le vin. Ici, on est plutôt sur les fruits rouges, plutôt un petit peu aigrelet du fruit comme ça, un petit peu plus acidulé. Côté fraise, framboise, très flatteur. En même temps, on a des notes un peu florales, des notes de pivoine, quelque chose une fleur comme ça, presque un petit peu végétale. Ça donne un nez assez rafraîchissant. Un nez de belle intensité. Très agréable et qui nous donne envie un petit peu d'aller plus loin. Donc on va essayer de le goûter en bouche, et comme pour le vin blanc, on va le mâcher. On aura un élément différent du vin blanc, c'est qu'on va avoir la notion de structure tannique qui va être le troisième élément. Tout à l'heure, on naviguait entre l'acidité et le moelleux. Là, on va avoir la note tannique. Le tanin, c'est quelque chose qui peut amener du corps au vin et éventuellement même un petit peu d'amertume, c'est une matière amère. C'est quelque chose qui se situe dans la peau, hein, et sur la peau et un petit peu dans la rafle du raisin quand on fait la vinification. Et c'est ce qui donne un petit peu le corps. Donc on va avoir des vins très structurés ou des vins moins structurés. Mais on va essayer de le juger ici. Alors là, on se rend compte qu'on est sur un vin très élégant. Le vin, la première impression est assez fraîche. Le vin évolue ensuite en bouche avec une certaine souplesse, légèreté, un soyeux très intéressant. Et ensuite, on ressent ces tanins-là qui viennent légèrement vous assécher à l'intérieur des papilles. C'est quelque chose de normal. On n'est pas sur un vin très tannique. Il s'avère qu'on ne mange pas en même temps, ce qui nous permet d'avoir la bouche neutre et de vraiment tout ressentir. Donc c'est mieux. Moi, je préfère toujours les dégustations où on ne mange pas en même temps. On reste concentré sur ces sensations. Et là, on voit bien qu'on a des tanins qui viennent un petit peu nous assécher à l'intérieur du palais. Mais sans être pour autant quelque chose de très dense. Alors, c'est quelque chose qui va être gommé par la moindre tranche de saucisson, le moindre jus d'une viande, la moindre texture qui va venir vous graisser un petit peu l'intérieur du palais et vous ne sentirez beaucoup moins ça. C'est quelque chose qui va être intéressant pour venir contrecarrer le côté sanguin d'une viande, pourquoi pas, ça vient un petit peu de corps. Et donc, c'est des vins qui ont une matière, cette matière tannique va être quelque chose effectivement de très fin et très intéressant. Donc moi j'aime beaucoup cet équilibre, un vin qui néanmoins n'est pas sur la puissance, mais une structure en bouche qui nous amène à table. On peut considérer souvent que le vin blanc peut être un vin de soif. On a des amis qui passent à 11h, 11h30, l'heure de l'apéritif, on veut juste payer un verre, on sert un verre de vin blanc, l'acidité d'un vin blanc naturel vient vous réveiller le palais, ça peut se suffire à lui-même. Un vin rouge, lui, appelle la table. Un vin rouge, c'est plus un plat de gastronomie. Ces tanins peuvent déranger, alors parfois il y en a qui aiment, ça n'empêche pas de boire un verre de vin rouge à l'apéritif, chacun choisit évidemment, mais
c'est un vin qui appelle quand même un accompagnement d'un plat. Ici, sur un vin comme celui-ci, avec donc cette matière en bouche, on va plus aller effectivement sur des plats qui ont besoin de cette structure. Pourquoi pas, vu qu'il y a en même temps une belle fraîcheur, une belle acidité, nos charcuteries de la région, nos saucissons de Lyon pourraient très bien aller, parce que vous avez l'acidité, la fraîcheur nécessaire pour aller contrer le gras d'une charcuterie, et en même temps un petit peu de corps, un petit peu de caractère pour amener de la mâche à tout ça. Et donc moi, c'est un vin que je mettrais également, pourquoi pas, sur des viandes, des pièces de bœuf, juste griller, une belle bavette avec un petit peu de caractère, et qui va apprécier venir être où vous avez la chair un petit peu sanguine d'une pièce de bœuf qui va être contrecarrée par ces structures légèrement tanniques. D'une manière générale, sur ce vin, plutôt sur la jeunesse, dû à sa robe, dû à ses arômes de fruits très marqués, très avenants. J'aime beaucoup la gamme aromatique. Et en bouche, finalement, vous avez un vin qui est très élégant, une matière tannique qui finalement est très intéressante, sans être opulente, des tanins fins et nobles. Et on a une belle longueur en fin de bouche et un vin qui amène la table. Il y a une durée de vieillissement en fût dans ce vin et pourtant on ne le sent presque pas. J'aime quand on ne sent pas le vieillissement en fût parce que ça montre que le fruit est toujours là, que le vin domine le bois n'est qu'un accompagnant et ça n'a en aucun intérêt quand ça sent la planche. Donc ici, effectivement, on est sur quelque chose un élevage en fût de chêne tout à fait élégant. Donc voilà, ça c'est un vin on pourrait le garder quelques années. La structure tannique lui permettra de vieillir 2, 3, 4 ans sans problème. Moi, j'ai une tendance à l'aimer comme il est aujourd'hui et à vouloir l'apprécier plutôt sur sa jeunesse avec plaisir. On va goûter un dernier vin pour essayer de comparer une nouvelle structure différente. Vous avez vu qu'on a goûté un vin blanc plutôt sur la vivacité, un vin rouge, un autre vin blanc pardon, qui était plutôt sur la rondeur. Et là, on a goûté un vin blanc plutôt fin et élégant, sur une forme de légèreté, entre guillemets. Ben, on va voir si en goûtant un petit peu autre chose. Là, on va faire un petit tour dans le Vaucluse. Pour continuer, on va être sur un rasto, au domaine Beau-Mistral, qui est on est donc sur Rasto, sur une cuvée vieille vigne de Rasto, et là on sera en 2015. Donc on a vieilli un tout petit peu, 2 ans de plus. On est en 2017 sur le fruit, sur un climat continental, hein, le sud du Beaujolais, sur cette appellation Bourgogne, mais dans le sud du Beaujolais en Pinot Noir. Et maintenant on va descendre sur un climat méditerranéen. Ça veut dire quoi un climat méditerranéen? Des étés plus chauds, des raisins plus mûrs, plus de sucrosité dans le raisin. Qui dit du sucre dit de l'alcool. Qui dit de l'alcool, dit cette sensation alcooleuse, mais aussi une dilution des éléments pendant la vinification. L'alcool est un diluant, donc on va extraire un peu plus de tanin. Parfois, on va extraire un peu plus de couleur. Et on a souvent des vins avec plus de caractère. Donc, le soleil du sud, il y a les gens ont du caractère dans le sud, mais les vins en ont aussi. Et tout ça, c'est beaucoup dû au climat méditerranéen, qui donc automatiquement, le fruit qui est l'origine du vin, lui est complètement différent, donc nous amène des vins différents. Plus on monte dans le nord, plus on est sur des climats plus continentaux, puis on va être donc un peu plus de fraîcheur dans la température, donc souvent des équilibres un petit peu différents, avec un côté acidulé en bouche qui peut être un peu plus marqué, et qui va amener une certaine fraîcheur, une élégance au vin complètement différente. Mais il n'y a pas à dire si on doit préférer un climat méditerranéen ou continental ou océanique, qui oserait dire que les grands Châteauneuf-du-Pape seraient mieux ou moins bien que les grandes Romanée-Conti, ou plus ou moins bien que les grands Pauillac de Bordeaux. Là, je vous ai fait le tour des 3 grands climats français, méditerranéens, océaniques et continentaux. Ça donne juste, non pas des vins meilleurs ou moins bons, ça donne juste des vins différents. Ça s'appelle la richesse des terroirs, et le climat y est pour beaucoup. Donc là, on goûte le Rasto 2015. Domaine Beau-Mistral. Donc là, effectivement, tout à l'heure, on était sur des monocépages, hein, le Riesling, c'est le nom du cépage en Alsace, le Viognier, que nous avions dans notre petit tour en Hérault, et ensuite, là, nous avions le Pinot Noir, cépage bourguignon, utilisé ici en Beaujolais, alors que maintenant, nous goûtons un Rasto, avec une dominante de Grenache, cépage typique hein, qu'on a sur les vins du Sud, les Gigondas, les Châteauneuf, on n'est pas bien loin du Mont Ventoux, des dentelles de Montmirail, cette zone ensoleillée et magnifique. Donc ici, du Grenache, ce cépage majoritaire à 60%, un petit peu de Mourvèdre et de Syrah légèrement pour l'accompagner. On voit qu'on est déjà sur une robe un petit peu plus intense, un petit peu plus sombre. On est sur des notes un petit peu pourpres. Les reflets sont toujours plutôt violacés sur les côtés. Hein. Si on regarde le bord du disque du vin, on voit quelques notes un petit peu violacées. Toujours signe de jeunesse, c'est un 2015. C'est pas très vieux, le vin n'est toujours pas sur une phase d'évolution, tout au moins au niveau visuel.
On constate aucun défaut au niveau de l'œil, aucun dépôt. On va pouvoir voir déjà au nez maintenant ce que ça donne. Alors là, on sent quelque chose de complètement différent au niveau aromatique. Tout à l'heure, on était sur le fruit frais, le côté fraise des bois, framboise, fraises écrasées, c'est quelque chose d'assez fruit frais. Là, on est sur un fruit un peu plus cuit, un côté confituré. On est plus sur du fruit noir. Pour moi, j'ai un petit côté cerise noire, comme ça, très mûre, un peu croquante, un peu juteuse, la Bigarreau bien mûre. Beaucoup de fruits, une note de pruneau, presque cacaoté. On est typiquement dans un vin du Sud ensoleillé. On a ce nez beaucoup plus dense que ce que nous avions tout à l'heure, différent, très différent de ce que nous avions tout à l'heure. On ressent bien et un cépage différent et en même temps un climat très très différent. Bon, là, la grande différence, je pense que vous pouvez l'apprécier en bouche par rapport au vin précédent qui était plutôt fin, plutôt délicat, juste quelques tanins, mais qui finalement était plutôt sur la finesse. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus puissant. Hein, la bouche nous montre un volume un peu plus massif. On a un moelleux plus présent. On voit qu'on est sur un côté sudiste. L'alcool est là. L'alcool est également en fin de bouche. Ça donne du caractère. Et en même temps, on a des tanins bien marqués qui viennent compléter complètement ce vin. Une structure tannique, une charpente qui nous amène un vin de caractère. Donc on est vraiment sur quelque chose de très intéressant, de vins complètement différents. Si tout à l'heure on était, pourquoi pas sur quelques viandes blanches, pourquoi pas sur quelques viandes juste grillées ou des charcuteries, ici on est sur un vin qui va amener peut-être des plats avec plus de caractère. Si on veut rester sur du bœuf, on met une belle côte de bœuf, on met un jus avec un petit peu de tempérament dans le jus, un jus un petit peu serré, un jus brun, où on va pouvoir aller sur des plats en sauce, on peut s'amuser à faire un plat mijoté, une petite joue de bœuf comme ça, là c'est les plats mijotés à cette saison, on fait mijoter une joue de bœuf longtemps au vin rouge et on va la servir comme ça avec sa marinade complètement réduite pour avoir une sauce un peu de caractère, parce qu'on est sur un vin de caractère qui va appeler un plat de caractère tout simplement. On va vraiment éviter les poissons. On peut s'amuser sur certains poissons à mettre des vins rouges, les rougets, les poissons qui ont des chairs très fermes. Mais là, on est sur des vins rouges avec une certaine puissance. Ça va plutôt amener un plat de caractère. Donc un vin à apprécier sur des plats de caractère. Pourquoi pas sur la jeunesse, parce qu'il est déjà très très bon. Et à une température, à mon avis, de 16-17 degrés, sortie de cave, juste pourquoi pas le passer en carafe pour le servir un petit peu. Mais voilà typiquement ce que les vignobles du sud de la France savent faire, des vins avec beaucoup de tempérament. Voilà un petit peu les différents conseils que j'ai essayé de vous donner. J'espère que ça vous sera utile, de comprendre un petit peu ce que vous goûterez dans l'objectif de faire vos emplettes aujourd'hui pour goûter de bons vins pour les fêtes de fin d'année. Merci de votre écoute, merci à tous. Merci beaucoup Laurent Déré. Voilà, je crois que ces conseils sont utiles, en tout cas un grand succès Laurent. Voilà, on va quitter nos internautes, on va se retrouver tout à l'heure dans un quart d'heure environ pour la remise des prix du concours de tarte. Voilà, à tout à l'heure pour d'autres images. Merci beaucoup. Alors oui, il faut que je vous annonce, les vins qui ont été dégustés sont évidemment disponibles ici sur le salon gastronomique. Donc les 3 Puèches, rendez-vous au stand 96. Le domaine Beaumistral, rendez-vous sur le stand 60. Le Banwart, rendez-vous sur le stand 29. Et le domaine des Forêts sur le stand 72. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent salon et on se retrouve dans quelques instants pour d'autres images. On va avoir la remise des prix du concours de tarte en partenariat avec France 3, ici même.